bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série que je vais faire dans l'optique de préparer Noël au mieux et préparer évidemment un Noël livresque. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous l'avez suivi sur Insta, vous avez peut-être vu que à partir de demain, le 20, c'est ça, je vous proposerai tous les jours deux livres, enfin en story, je vous présenterai des livres en tant que recommandation de Noël. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de proposer de tout. Des beaux livres, documentaires, etc. Des romans, plutôt contemporains adultes, tout ce qui est graphique, donc BD, manga et même des albums. Et aussi des romans plutôt jeunes adultes, jeunesse, ados, enfin voilà. Donc je me suis dit qu'en story c'était bien, mais c'était peut-être un peu restreint parce que je vais essayer d'aller à l'essentiel, donc de pas trop développer. Par exemple pour un roman graphique ou un livre documentaire, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Mais je me suis dit que j'avais dû me restreindre à un certain nombre de titres. Et donc en vidéo, j'allais pouvoir vous en proposer plusieurs et en parler un peu plus. Je vais du coup essayer de poster cette vidéo cette semaine. Pour vous, ça ne vous parle pas, mais du coup là, la semaine du 20. Parce que du coup je vais essayer de diviser ça en plusieurs... une vidéo ça va être trop long et on sait que le trop long avec moi c'est l'éternité. Donc là je vais essayer de... Dans cette vidéo ça va être soit les romans adultes, contemporains, avec les beaux livres documentaires. Ça va dépendre de combien de temps je mets à parler des romans que je vais faire en premier, sinon ce sera du coup en 2 vidéos. Après je ferai une BD sur tout ce qui est graphique, donc BD, manga, album. Et je ferai une dernière vidéo sur tout ce qui est roman, jeunesse, début jeunesse, ado, jeunes adultes. Donc voilà, pour essayer que ce soit concis, pas trop long et que si jamais vous cherchez des cadeaux pour tel ou tel type de personne, vous avez directement une vidéo, vous n'avez pas 40 minutes à vous farcir. Comme d'habitude, je vous laisse tous les livres en barre d'infos. Certains seront présentés également sur Bookstagram, donc ce sera aussi en story à la une avec des fiches récap si jamais. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc avant de commencer, petit disclaimer, j'ai pris des livres qui sont pas forcément des sorties récentes, genre c'est pas de la rentrée littéraire ou quoi, c'est peut être des livres qui sont sortis il y a longtemps. Mais ce sont tous des livres que j'ai lus et que je recommande et que j'ai déjà offert d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour dire que pour le coup je sais de quoi je parle. Donc j'ai pas eu envie de mettre des choses que j'ai pas lues parce que si moi-même je les ai pas lues, il suffit que je le lise la semaine prochaine et que je me rende compte que ça me plaît pas. Ce serait bête de vous conseiller un livre que j'ai pas aimé plus que ça. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui se rejoignent parce que j'ai quand même un style de lecture qui est assez niché, vous voyez ce que je veux dire, genre il y a des styles que j'aime plus que d'autres, donc voilà. Alors on va commencer par ce que j'ai le plus, donc ce que j'appellerais les sagas familiales. Donc pour moi c'est un genre qui marche toujours. Là j'ai en l'occurrence 2 titres à vous proposer, donc 2 séries. Je vais vous parler de la saga des Casalets et de la Villa aux Étoffes. Alors, pour la saga des Casalets, on est d'abord donc sur une série qui est terminée en 6 tomes et ils sont tous sortis en grand format et en poche vous avez jusqu'au 4. Voilà, je précise parce que je sais que des fois il y a des gens ils préfèrent offrir du poche ou quoi, donc c'est toujours plus sympa d'avoir plusieurs options à notre arc, plusieurs cordes à notre arc. Dans les Casalets, comme généralement les sagas familiales c'est toujours en période d'après-guerre, d'avant-guerre, etc., d'entre-deux-guerres. Ici on est sur un avant, après, entre-deux, pendant-guerre. On a la totale. Dans le premier tome on est sur l'après-première guerre mondiale, mais on sent que la deuxième va être imminente et du coup à partir du deuxième on est pendant la deuxième guerre mondiale. Donc voilà pour vous situer un peu. La saga des Casalets, de quoi ça parle? Donc, on suit la famille Casalet qui se retrouve généralement à Home Place, donc c'est la demeure familiale. Donc tous les enfants se retrouvent, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, etc., les grands-parents. Et donc là on est après la première guerre mondiale, donc on a leur point de vue sur leur ressenti après-guerre. Donc
il y a certains personnages qui ont participé, qui ont été sur le front, etc. Donc on a ce point de vue-là. On a parlé des secrets de famille. Donc moi, c'est ce que j'adore dans les sagas familiales, c'est les secrets de famille, parce que vous avez généralement du point de vue omniscient. Donc tout le monde est au courant de tout, et en fait, on attend qu'une chose, c'est de savoir quand les concernés vont être au courant, qui va l'apprendre entre eux, etc. Je trouve que c'est très bien fait. Dans ce tome-là, on a 2 grandes parties principales, c'est pas des chapitrages. Là, on est sur un point de vue global. Donc on a toute la famille, on parle de tous les personnages, on a connaissance de tous les personnages. Dans le 2, on a, comme les membres de la famille sont un petit peu éparpillés, on a leur point de vue, par exemple sur certains enfants, on va avoir une partie qui va être sur ce qui se passe du côté d'un tel, et puis la partie suivante va être sur ce qui se passe du côté d'un tel, et après on a des parties qui regroupent parce qu'ils se retrouvent à certains moments. Donc voilà, je trouve que ça marche très bien. Il n'y a pas de grosses intrigues, mais bon, c'est très côté voyeur, vous voyez ce que je veux dire, genre on a envie de se mêler partout, on a envie de tout savoir, on a envie d'être des petites souris et d'en savoir plus, et je trouve que j'aime beaucoup le fait qu'on ait toute la période de guerre, qu'on a l'après, l'avant, le pendant. Je trouve ça bien parce que jusque là j'avais connu que des après-guerres, oui je crois que c'était ça, ou alors des avant-guerres, j'avais pas le pendant, et donc cette saga là me ravit. Ensuite, du coup, sur la même... Ensuite, donc, dans le même genre, je vous parle de la Villa aux étoffes. Donc, on a également 6 tomes. C'est terminé et ils sont, je crois, tous sortis en poche, à l'exception du dernier qui est sorti récemment en grand format. Donc voilà pour ça. La Villa aux étoffes, ça parle de quoi? Donc là, on est à Augsbourg, automne 1913. Donc là, on est en avant-guerre. On va suivre le personnage de Marie qui était dans un orphelinat, et elle va être embauchée au sein de la famille Melzer, qui est une riche famille d'industriels dans le milieu du textile, et donc elle va devenir femme de cuisine. Ouais, c'est ça. Femme de cuisine au sein de cette famille, et du coup on va suivre ça de ses yeux parce que la famille connaît des rebondissements. L'une des jeunes filles doit faire son entrée dans le monde à cette période. Paul, on voudrait qu'il reprenne la société, mais lui il est un peu détaché de tout ça, il a d'autres ambitions. On a l'ouverture de la saison des balles, enfin vous voyez, on est à cette époque là, donc on n'est pas en mode Bridgerton non plus, mais c'était sympa. Et pareil, on va avoir autour de Marie tout un mystère sur ses origines, parce qu'elle vient de l'orphelinat, et quand elle va arriver dans cette famille, il y a des choses qui vont la faire tiquer sur certains détails. Enfin, j'en dis pas plus, mais là on est plus sur un gros mystère centré sur un personnage. Dans la case allée, on est plus sur des secrets sur tout le monde. Voilà, donc selon votre degré et votre appréciation de commérage, je pense que l'un des deux fera l'affaire. Moi j'avais beaucoup aimé celui-là, juste on nous parle de la saison des balles. C'est un truc que c'est pas trop mis en avant, vous voyez, c'est pas, vous attendez pas à ce que tout le monde danse la valse à chaque chapitre, c'était un pan un petit peu flou, mais j'ai bien aimé, j'ai apprécié le personnage de Marie, et je trouve que c'est une très bonne saga, pareil, saga familiale, donc je vous le recommande. Pour rester dans le côté un petit peu secret, un petit peu intrigue, où vraiment on est tenu en haleine jusqu'à la fin. Moi c'est un truc que j'aime dans un bouquin. J'ai pas beaucoup de livres adultes, enfin de contemporains, vous voyez, mais ce que j'aime c'est que dans ce style là j'ai besoin d'être surprise jusqu'au bout. Autant vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de Cozy Mystery. Un Cozy Mystery c'est souvent prévisible, on sait comment ça va finir, comme une romance de Noël ou une romance lambda, voilà, on voit bien. Moi, ce que j'attends d'un livre saga familiale ou secret de famille, etc., c'est vraiment d'être surprise jusqu'à la fin. Et j'ai 3 livres à vous proposer qui m'ont fait cet effet-là. Je vais d'abord vous parler de La scène des souvenirs de Kate Morton, que j'ai découverte par l'intermédiaire de Margot Liseuse, qui est une grande fan de cet auteur. Et elle avait toujours dit que le mieux c'était de commencer par celui-là, mais qui mettait la barre tellement haute que du coup après les autres pouvaient paraître un peu fades. Pour le coup, je me suis arrêtée qu'à celui-ci. Donc je peux pas vous donner d'avis global sur un des autres livres ou sur l'auteur en elle-même, mais pour moi la scène des souvenirs ça a été une claque. De la première page à la dernière page, j'ai été conquise. Donc on se retrouve, là on va alterner entre passé et
présent, si je puis dire, c'est en 2011, mais voilà. Donc on est en Angleterre et une célèbre actrice qui s'appelle Lauren Nicholson va devoir se rendre au chevet de sa mère qui est mourante. Et pendant cette entrevue, elles vont refeuilleter des albums photos de l'enfance et une photo va s'échapper de l'album que Laurel va ramasser et elle va se rendre compte qu'elle ne l'a jamais vue. Et donc du coup, sur cette photo, elle va reconnaître Dorothy, donc sa maman, mais une deuxième femme qui ne lui parle pas, que visiblement sa mère n'a jamais mentionné nulle part. Mais à travers cette photo, elle va déclencher quelque chose, elle va découvrir de nombreux secrets, il va y avoir tout un mystère qu'elle va vouloir résoudre et on va se plonger dans le passé de sa maman qui elle a connu la guerre, la deuxième, parce que les bombardements c'est 41 donc voilà. Et du coup elle va découvrir des secrets sur sa mère et elle va se remettre en question elle-même et vraiment c'est très bien ficelé. J'avais pas du tout vu venir la fin, donc c'est assez gros et pourtant ça se dévore. Donc je pense que si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui est dans ce style de lecture, à vouloir être surpris, à vouloir se faire des nœuds au cerveau, parce que quand même ça en fait un peu, je vous conseille La scène des souvenirs de Kate Morton. Et dans le même style, on a évidemment Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid, qui a aussi écrit, c'était quoi, Daisy Jones and the Six et Les sirènes de Malibu. Non, c'est peut-être pas elle, Malibu, les sirènes. Je sais plus, enfin bref. C'est un livre qu'on a vu pas mal passer, qui a eu un souffle sur les réseaux, notamment TikTok. Pareil, là on se retrouve dans le même genre de récit avec une alternance entre présent et passé. Là, on fait la rencontre de Evelyn Hugo, qui est une célèbre actrice de 80 ans, qui a tout un pan de vie un peu sulfureux, parce que, comme le dit le titre, elle a eu 7 maris, donc déjà, madame, vous êtes bien dans le milieu, quoi. Et donc star de cinéma, et en fait elle décide que à 80 ans il est temps qu'elle fasse des révélations, qu'elle laisse sa trace, et du coup pour raconter son histoire elle ne veut la raconter qu'à la journaliste Monique Grant, qui n'est pas très connue, qui est journaliste dans un petit journal et qui n'a pas la reconnaissance qu'elle aimerait avoir, qui n'écrit pas sur ce qu'elle aimerait écrire alors qu'elle a une très belle plume. Donc on va venir la démarcher pour recueillir les mémoires d'Evelyn Hugo. Elle va accepter et à partir de là, tout va s'imbriquer. Pareil, des secrets, des mystères. On va comprendre le pourquoi du comment des 7 maris. J'ai beaucoup aimé dans ce livre l'aspect que on souligne que les médias vous font croire ce que vous voulez, ce qu'ils veulent vous faire croire, et que les gens, notamment les célébrités, vous font croire ce qu'eux veulent vous faire croire aussi, et qu'après c'est déformé, machin, un téléphone arabe. Et je vous avoue que ici la révélation m'a pas laissé de marbre, mais pour le coup je l'avais vu venir, mais c'est très bien fait, c'est très bien amené, donc je vous recommande également ce livre là. Un très bon cadeau, ou même pour vous, un cadeau à vous-même, ça marche aussi. Et le dernier livre, pareil, dans cette optique de secret, d'enquête, de trucs un peu de famille, je vais vous parler de Tout cela, je te le donnerai. Alors attendez, je vais enlever ça parce qu'on s'en fout un peu, c'est à la poubelle. Tout cela, je te le donnerai de Dolores Redondo. Alors j'ai acheté ce livre, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, en travaillant en librairie, j'ai envie de vous dire qu'on achète tout ce qui passe, à partir du moment où ça nous attire. Déjà la couverture, je la trouvais très belle, et le pitch aussi. On suit Manuel, alors il a un nom espagnol, Ortigoza, qui un matin on vient toquer à sa porte et on lui annonce que son mari est mort. Et donc il doit encaisser le truc, et en fait Manuel est un romancier. Donc sans son mari, l'inspiration elle disparaît peu à peu. Enfin, vous savez, c'est quand vous avez une muse, si je puis dire, voilà. Donc lui, on lui dit on vient toquer à sa porte, on lui apprend que son mari est décédé dans un banal accident de voiture. Du coup, je crois que c'est au cours de la lecture du testament, Manuel va découvrir que Alvaro, donc son mari, n'est pas du tout celui qu'il prétendait être. Je vais pas en dire plus parce que c'est des éléments clés de l'intrigue, mais il va découvrir que tout ce qu'il connaissait de son mari, est potentiellement remis en question à la suite de sa mort. Et du coup,
Manuel va se retrouver à se plonger au milieu de la famille d'Alvaro, et c'est une famille assez aristocrate, donc il n'est pas forcément accepté. Enfin, vous voyez, de toute façon, quand il y a un décès avec des testaments, des héritages, c'est jamais un long fleuve tranquille. Et donc il va se retrouver mêlé à tout ça, et il va découvrir que le banal accident de voiture n'en est peut-être pas un. Et advienne que pourra. Et pareil, j'ai été très surprise du début à la fin. Il y a des choses qu'on voit venir, mais c'est genre un chapitre avant qu'on l'apprenne en fait, donc c'est vraiment très bien fait. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça se passe en Espagne, donc on a vraiment un dépaysement total. On parle de région, ça change de tous les romans où on va être soit en Angleterre, soit en Amérique, soit en machin. Là, on est en Espagne. J'ai trouvé que c'était très très bien écrit, c'était vraiment très bien écrit. Le personnage de Manuel est attachant, on est vraiment de son côté à dire mais comment les gens peuvent lui en faire baver à ce point alors que le mec, il a un moment donné, vient juste de perdre son mari en fait. Mais c'était très chouette, je vous le recommande, c'est un bon roman noir. Je ferai juste un trigger warning, parce que oui, on a la mort, etc. Mais à un moment, on a du viol, un peu pédophilie, enfin... c'est du spoil sans être du spoil, mais je préfère le dire parce que moi-même j'étais pas préparée et du coup ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Donc voilà, je préfère le préciser, mais ça vous gâchera en rien la surprise que vous aurez à cette lecture. Donc voilà pour ça. On va rester dans le côté enquête. Hop, on va une petite pile. Donc là, je vous parle de saga familiale, de secret de famille et tout, j'aime beaucoup. Mais quand j'ai pas envie de me prendre la tête, il y a un genre qui fait mouche à chaque fois, c'est le Cozy Mystery. Donc j'en ai plusieurs dans mes étagères que j'ai pas encore lu, donc j'aurais pu vous en parler, mais sachant que voilà, je suis pas trop sûre. J'ai pas envie de vous en parler parce que la fois j'en ai lu un et j'avais été déçue, donc alors qu'on me l'avait super bien vendu, que ça avait été un coup de cœur pour la personne. Donc comme quoi, tout est avis sur relatif. Donc forcément, vous avez pas pu passer à côté, je pense, depuis le temps de Agatha Raisin. Qui relate l'histoire d'une quinquagénaire femme d'affaires qui vend son entreprise à Londres pour aller s'installer dans un Cotswold, dans un petit cottage. Et le principe du Cozy Mystery, c'est que y a un meurtre dans la petite communauté, dans le petit village, et du coup tout le monde se mêle de tout, c'est Marie mêle tout, c'est le téléphone arabe, les commérages, qui a tué qui, et c'est souvent les habitants qui enquêtent alors qu'ils sont pas de la police, c'est pas de leur ressort, mais voilà, et c'est souvent ponctué de beaucoup d'humour. Donc Agatha Raisin, je vais pas m'étaler parce que c'est connu et reconnu, donc j'estime que ça se trouve, si vous avez des gens adeptes de ce genre littéraire, ils connaissent forcément, sachant qu'en plus il y a une trentaine de tomes, donc on n'est pas au bout de nos peines. MC Beaton a également écrit Amish quelque chose, bref, qui est au cas où, si jamais vous avez quelqu'un de fan et vous voulez une valeur sûre, restez sur MC Beaton, ça marche toujours. Sauf les demoiselles de quelque chose, ou le bal des débutantes, ou les débutantes, bref, celle-là je vous la conseille pas trop. Mais bon. En Cozy Mystery, sinon, moi, ce que j'ai découvert cette année et qui a fait plus que mouche, c'est le chat du bibliothécaire de Miranda James. J'ai adoré. Alors déjà, dans les Cozy Mystery, souvent, il y a des chats. Et moi, déjà, les livres où il y a des chats, j'aime bien. Mais en plus, si c'est un Cozy Mystery où il y a des chats, j'adore. En l'occurrence, là, c'est un Maine Coon. Et moi-même, chez mes parents, j'ai un Maine Coon. Donc, c'est trop chouette. Donc ici, on suit... on est dans le Mississippi. On suit Charlie... Je crois que c'est... Il a un nom plus long. Je sais pas. Charlie Harris, qui est bibliothécaire. Et alors, il n'est pas vraiment bibliothécaire. Je le dis parce que quand je l'ai lu, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment bibliothécaire. Vous voyez, à renseigner les gens, à scanner les cartes et tout, ranger les rayons, c'est pas ça. Il est plutôt, je dirais qu'il est plutôt archiviste. Voilà. Donc, il est plutôt archiviste, bibliothécaire à l'université. Et il vit dans une maison, dans une grande maison avec son chat du coup qui s'appelle Diesel, donc le Maine Coon. Et comme il a une grande maison et qu'il a perdu sa femme, il sous-loue des chambres chez lui à des étudiants pour se faire un peu d'argent. Et puis comme il est à proximité du campus, ça arrange tout le monde. Dans ce premier tome, qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est notre première intrigue? Donc on va être dans la petite ville d'Athéna du coup, et un célèbre auteur, donc il s'appelle Godfrey Priest, est un auteur célèbre parce que en plus il est originaire d'ici, il a fait ses études
sortie et il va venir donner une conférence. Sauf que au moment de donner la conférence, il annule au dernier moment et en fait on va le retrouver décédé. Et donc à partir de là, forcément on va commencer à un peu suspecter les habitants du coin, contre qui il y avait des rancœurs, des discordes, etc. Et forcément notre Charlie et même le chat vont mener l'enquête. Et j'ai trouvé ça très chouette, les personnages sont très attachants, j'ai beaucoup ri. Moi je trouve que c'est important dans un Cozy Mystery de vraiment rire, parce que si c'est trop sérieux, autant que j'aille lire un Coben, vous voyez. Moi les policiers qui font des gros nœuds au cerveau, j'ai un peu de mal. Il faut vraiment que le pitch me plaise. Donc en général quand je veux des enquêtes, je me tourne vers les Cozy Mystery. J'ai pas regardé exactement combien il y avait de tomes dans le chat du bibliothécaire. Je dirais qu'il y en a 5 dessus. Je dirais qu'il y en a 3 ou 4 en poche. Là on est sur un format semi-poche, à 14,90, donc après vous avez un format poche plus poche. Mais voilà pour ça. Côté un peu enquête plutôt aventure, si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui aime l'histoire, avec un grand H, qui aime tout ce qui est genre les films, j'allais dire Nicolas Cage, non c'est juste acteur, tout ce qui est Benjamin Gates ou Flynn Carson ou Indiana Jones, la série La légende des Templiers de Paul Christopher, valeur sûre. Je crois qu'il y a 8 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, la plupart sont sortis en poche, dans tous les cas. Et je trouve ça trop chouette. Moi, j'ai un truc, c'est que j'aime l'histoire et j'aime les théories du complot et les sociétés secrètes. Et en l'occurrence, ici, donc, on est avec les Templiers. Ce que j'apprécie beaucoup. Et on va suivre Peter Holiday, qui est un professeur d'histoire dans une académie militaire, parce que c'est un ancien militaire lui-même. Et à la mort de son oncle, il va se voir hériter d'une épée médiévale qui avait été retrouvée dans un repère, un truc d'Adolf Hitler. Et du coup, c'est une épée qui a soi-disant appartenu aux Templiers et qui va apporter son lot d'ennuis avec elle, parce que forcément, qui dit ce genre d'objet dit convoitise, parce que trésor, parce que nani, parce que nana. Et donc on va tenter d'assassiner notre cher Peter et il va du coup décider de fuir et de mener l'enquête sur l'objet, qu'est-ce qui justifie qu'il soit autant convoitisé et que c'est pas juste un trésor de guerre, un trésor historique, il doit y avoir autre chose derrière. Et du coup on va beaucoup voyager, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'on voyage énormément. On est donc d'abord en Amérique, et puis après on va partir en France, et puis on va aller à Jérusalem, et puis dans le tome 2 je crois qu'on est en Afrique. Je trouve ça trop chouette. Je trouve que c'est vraiment dépaysant, ça nous fait voyager. Les refs historiques sont cool aussi, donc c'est assez ludique. Je dirais pas que c'est vulgarisé, mais c'est très bien fait. Et du coup, on va suivre Peter Holiday et sa cousine Peggy, qui est un personnage féminin très intéressant, pas nunuche, vous voyez, elle est pas juste là, c'est pas la bimbo avec les gros seins, vous voyez, c'est vraiment une jeune fille qui aime aussi l'histoire et je crois qu'elle est journaliste, je sais plus, mais enfin bref, elle est vraiment cool. Et je suis vraiment partisane de cette série, donc voilà, si vous aimez ce genre de choses. Après, si la personne a déjà lu ça et que vous voulez offrir autre chose, vous avez tout ce qui est les Christian Jacques ou Paul Jacques. Comment il s'appelle l'autre? Jacques, t'es où Jacques? Christian Jacques. Christian Jacques, pareil, vous avez des séries, vous avez aussi des romans indépendants sur ça. Vous avez, de toute façon, il y a plein de livres sur les Templiers. Et après, sinon, niveau histoire plus histoire brute, vous avez les Jean d'Aillon. Donc Jean et Daillon, D'' Aillon. Je précise parce que des fois, on a tendance à l'écrire en un seul mot. Pour finir sur les romans adultes, il m'en reste 2. On va parler romance, parce qu'on a parlé histoire, on a parlé secret de famille, on a parlé policier, donc on va parler romance. Si vous me suivez, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que les romances et moi, c'est un petit peu... je t'aime moi non plus, pour le coup. Soit ça passe, soit ça casse. Quand c'est trop nunuche, ni cucu, ça m'énerve. Mais des fois, si c'est bien fait, ça peut me plaire. Enfin, voilà. Mais je suis une fervente supportrice de la collection Regency chez J'ai lu. Alors pour le coup pareil, là on va être plutôt dans un côté de, ça va plus être des romances historiques.
dans toute la collection, je dirais. Je ne les ai pas tous lus, mais tous ceux que j'ai lus, c'était de la romance historique. C'est-à-dire que là, dans celui-ci, si vous aimez les Bridgerton, ça va être votre truc. Donc, Fiancé d'un jour, Fiancé toujours, que j'ai lu récemment, on va retrouver Hugh, qui est pas un charreau, mais à l'époque c'était pas un charreau, mais lui il vit sa vie, il a pas envie de se prendre la tête, il y a une femme de temps en temps, il y a les sorties, machin, mais sa mère elle veut absolument le marier. Et lui, pour avoir la paix, ça fait 2 ans je crois, qu'il lui dit que il a rencontré quelqu'un. Et parce que comme c'est à une époque où on n'a pas les voitures, etc., quand les gens veulent venir d'Amérique, ils prennent le bateau pour arriver en Angleterre. Enfin voilà, donc il communique avec sa mère par voie épistolaire parce qu'elle habite en Amérique avec son nouveau mari. Enfin voilà. Et du coup, il lui a fait croire dans ses lettres qu'il avait rencontré quelqu'un depuis 2 ans et que c'était super. Et donc du coup, un jour, sa mère va lui dire, bah écoute, j'arrive, on va organiser ce mariage parce que il est temps quoi. Genre il est temps que tu te maries et tout. Sauf que lui, il va se retrouver en mode, bah, il a menti, donc il se retrouve en fait accompli. Il a un de ses amis qui est un super personnage secondaire qui est très drôle, qui lui balance ses 4 vérités en face à chaque fois, genre sans filtre. Et Hugh, il se retrouve en mode, bah oui, je sais, mais comment je fais, mais comment je me dépatouille de tout ça. Et un beau jour, il est dans la rue, et là, il va falloir qu'il... En fait, il a dans sa tête l'idée qu'il faut qu'il trouve une comédienne pour jouer la fausse petite amie, la fausse fiancée. Et il va tomber sur une scène à un moment dans la rue où une jeune femme se prend le bec avec un homme parce qu'il lui doit de l'argent pour un service qu'elle lui a rendu et il ne veut pas payer. Et donc Hugh va intervenir et de fil en aiguillette, il va proposer à cette jeune femme du coup de jouer le rôle en échange d'un salaire, voilà. Et c'est super. C'est super, c'est très... si vous lisez du théâtre, c'est très vaudeville. C'est très burlesque, c'est très absurde, c'est très des quiproquos. Beaucoup d'humour. Alors oui, c'est une romance, donc c'est cliché de A à Z, on sait comment ça va finir. Pour moi, c'est l'équivalent d'un téléfilm sur M6 le mercredi après-midi, vous voyez, ou comme un film de Noël sans Noël. Mais c'est trop bien, c'est trop drôle, ça prend pas la tête. J'ai lu celui-ci, j'ai également lu les 2 premiers tomes des Rebelles d'Oxford, qui est une série en 4 tomes, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de traduits. Pas 2 sûrs, et ce sont des tomes de compagnie, donc si jamais vous les offrez sans forcément vérifier que c'est un tome 1 ou un tome 2, c'est pas grave. Celui-là est tout seul, donc foncez, il est trop cool. Et en plus pareil, quand je dis romance historique, on a vraiment le côté histoire. On a des rêves, on a des choses respectées, et généralement, je sais plus si c'est à la fin ou au début, non, je crois que c'est au début, où l'auteur fait un rappel sur ce qu'est du coup la régence anglaise, donc d'où le nom Regency. Et pareil, des fois à la fin, je crois que celle-là ne le fait pas, mais sinon il précise sur quoi ils ont pris des libertés, en tout cas dans les Rebelles d'Oxford c'est ce qu'elle fait l'auteur, sur quoi elle a pris des libertés, sur quelle date elle a fait un petit changement et donc elle recentre après les trucs. Je trouve que c'est très bien fait, ça fait super son taf, franchement. Il y a une ou 2 scènes un peu olé olé des fois, mais c'est pas détaillé, c'est pas cru, c'est joli, donc voilà, même à partir de 15-16 ans, je pense que ça passe largement si jamais. Voilà pour ça, et on va finir avec un roman que j'ai lu il y a un petit temps déjà, qui est pas récent, mais qui m'avait fait son petit taf, c'est Les Cœurs Inquiets de Lucy Pay, qui est une auteure française. Là, on va être sur un livre, vous voyez, c'est très court, ça se lit très rapidement, donc on est chez Gallimard, collection blanche là. On est sur un récit en 2 points de vue, donc un lui, un elle. Donc lui c'est un jeune peintre, je crois pas qu'il y ait son nom mentionné, il me semble que ça c'est un mystère. Donc on est sur un jeune peintre qui un beau jour va commencer à peindre une silhouette sur ses peintures et il va avoir un sentiment de familiarité avec ce qu'il dessine, mais il va pas arriver à remettre le point dessus. Et en parallèle, on a le récit d'une femme qui rédige une lettre et on comprend rapidement que cette lettre est à l'intention d'une personne qu'elle a perdue, d'un amour perdu. Et c'est très nostalgique, c'est
c'est pas de l'apitoiement sur son sort, mais c'est plutôt, ça touche plus de la nostalgie, du regret. Et c'est très beau, c'est très poétique. Et en fait, on va se rendre compte que si les deux sont distincts, les deux récits vont entrer en résonance. Ouais. Et se mêler. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est quand je vous dis que je suis pas du tout lecture adulte contemporaine, c'est parce que des fois, c'est des sujets qui ont du mal à me toucher. Moi, je suis très, vous voyez de toute façon, je suis très dans l'imaginaire. Et donc, quand c'est des fois un peu plus réaliste, c'est vrai qu'il faut que je mette le doigt sur le livre qui va me plaire parce que je vais pas dire que je suis exigeante parce qu'il y a des gens ils vont lire que ça et ils vont être exigeants sur un imaginaire, vous voyez, où ils vont trouver ça bête. Mais en tout cas, c'est un très beau livre. J'ai trouvé ça très poétique sur l'amour, sur la nostalgie. Ouais, je peux que vous le recommander. C'est vraiment un très beau livre qui se lit très vite. Et on arrive à s'attacher au personnage même sans informations concrètes et même en si peu de pages parce que vous voyez ça fait même pas 150 pages hein, donc je sais pas s'il est sorti en poche, peut-être depuis le temps, mais c'était super donc je vous le conseille. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour des idées cadeaux, recommandations pour des personnes plutôt oui adultes. Après je vous dis hein, ça peut tout à fait correspondre à des ados selon les bouquins, ou si vous avez un gamin qui aime, je sais pas moi, Assassin's Creed, Benjamin Gates, Indiana Jones, vous lui filez la Légion des Templiers, ça va fonctionner, hein. Y a pas de, c'est pas hyper sanglant, il n'y a aucun livre qui est hyper sanglant, voilà, à part Tout cela je te donnerai où il y a des sujets un petit peu touchy. Après votre libraire, normalement s'il fait bien son taf, il saura vous dire oui ou non pour affirmer ce que je dis ou pas. Dans la romance, oui, il y a une petite scène olé olé, mais sinon, je pense que c'est des bouquins qui peuvent convenir à tout type d'âge, à partir du moment où je dirais quand même tous à partir de 15 ans. Peut-être 14 pour la Légende des Templiers si la personne en face de vous, vous le sentez. Mais voilà. Je pense que ça fait un moment que je tourne, donc je pense que du coup la vidéo sera en... Enfin, il y aura 4 vidéos au lieu de 3. Donc là, je vais vous tourner la partie documentaire beau livre. Et je la posterai dans la foulée. Donc je pense que si là j'arrive à poster mercredi, ça devrait peut-être arriver samedi. On verra. Mais en tout cas, voilà pour ça. Donc forcément, je serai dans la même dégaine dans la vidéo suivante. Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à vous proposer aussi. Donc je vous dis, du coup... pour moi, je vous dis à tout à l'heure, enfin à tout de suite. Mais pour vous, c'est à samedi. Voilà. Salut!